Madame, Monsieur, bonsoir. L'ANAFoot, l'Académie nationale de football, affiche ses ambitions. 4 ans après sa création, elle procédait cette semaine à la sélection des 50 premiers futurs pensionnaires de son centre de formation. Le processus consistait en l'évaluation de 50 jeunes joueuses et de 100 jeunes joueurs âgés de 13 ans maximum et issus des 10 pôles régionaux mis en place par l'ANAFoot. Avant cette étape, l'ANAFoot a tenu le 7 août dernier la deuxième session de son conseil d'études, une instance dont le rôle est d'évaluer et de valider les contenus des programmes de formation proposés par l'Académie. Voilà qui installe véritablement et concrètement l'ANAFoot dans l'une de ses missions essentielles, l'initiation et l'encadrement des jeunes à la pratique du football de haut niveau. L'occasion donc ce soir d'un petit voyage dans les couloirs de cette académie en compagnie de son directeur général, Eno Gadjou, qui est l'invité d'actualité hebdo. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir. Un petit mot pour commencer, monsieur le directeur général, sur l'ANAFoot après 4 ans d'existence. Est-ce qu'on peut considérer que la mise en place de la structure est parachevée? Déjà, parachevée, je ne peux pas dire oui, je peux non plus dire non. Mais déjà, il faut savoir que nous avons... Ça veut dire que ça va au petit trou? Ça va au petit trou, mais nous avons déjà mis les bases. Nous avons déjà mis les bases et nous pensons que ces bases sont solides. Et c'est quoi ces bases? Les bases, c'est déjà la création de 10 pôles régionaux où les enfants travaillent avec des experts, travaillent aussi avec des éducateurs qui ont beaucoup d'expérience sur le terrain. Et c'est ces 10 pôles régionaux qui devraient donner les meilleurs joueurs au niveau du centre de formation de l'ANAFoot. Et aujourd'hui, nous sommes fiers parce que nous avons 50 très bons joueurs âgés de moins de 13 ans. Donc nous pensons que nous sommes sur une bonne lancée. Nous pensons que d'ici quelques années, les Camerounais vont commencer à sourire. Alors qui sont les formateurs dans ces 10 pôles régionaux? Déjà, nous avons certains qui ont été entraîneurs nationaux de moins de 17 ans, c'est-à-dire des jeunes. Nous avons aussi des éducateurs qui ont roulé les bourses au Cameroun. Et ajouté à cela, nous avons aussi des anciens, je vais dire des anciens lions, qui ont quand même un regard. Nous avons des experts, des entraîneurs chevronnés qui font de temps en temps les tours dans ces 10 pôles régionaux pour essayer d'évaluer le travail qui est fait sur le terrain. Alors cette semaine, vous avez sélectionné les 50 premiers futurs pensionnaires du centre de formation de l'ANAFoot. Il est où? Il est situé où, ce centre de formation? Nous avons déjà un conseil extraordinaire d'administration qui va se dérouler le 23. Et à partir de là, nous allons décider là où l'ANAFoot sera. Mais le moment... Vous mettez un petit peu la charrue avant les bœufs? Non, nous avons fait le travail qu'il fallait. Nous avons déjà les 50. Nous travaillons déjà dans le conseil d'administration, on va tabler sur ça. Alors, il n'y a pas de structure mise en place pour accueillir ces jeunes pour le moment? Nous avons beaucoup de solutions, mais c'est le conseil d'administration qui doit décider ce qu'il faut faire. Alors, il y a une chose qui nous a frappé, c'est que cette sélection a été dirigée par 2 experts français. Ce sont des sorciers blancs, c'est ça? Non, je ne peux pas parler des sorciers blancs. Pourquoi des Français? Pourquoi des étrangers? Oui, il faut déjà savoir qu'avant de parler de ces Français, nous avons eu près de 4000 enfants qui ont été enregistrés pour une éventuelle sélection dans les 10 régions. Nous avons envoyé les experts camerounais qui ont fait un très bon travail, c'est-à-dire les entraîneurs nationaux, la direction technique nationale, les éducateurs et les anciens lions. Ils ont fait un bon travail et ils ont retenu 50 dans chaque région. Dans la fin, ils étaient 500. Et après ces 500, nous avons encore envoyé 19 experts dans les 10 régions pour pouvoir arrêter la liste de 150. Pour une neutralité, pour le profil que demande aujourd'hui le haut niveau, nous avons voulu faire avec ceux qui avaient de l'expérience. Et nous sommes allés du côté de la France, on a été invités par la Fédération française de football. Ces experts sont venus. Je vous assure qu'ils ont fait un très bon travail parce qu'ils ont travaillé à base de dossards des enfants. Et c'est à base de ces dossards que nous avons pu, ou bien nous allons sortir la liste des retenus dans les jours qui viennent. Alors, les entraîneurs camerounais, ils ont accepté votre décision de gaieté de cœur? Je voulais dire que chacun avait un rôle à jouer. Tous ces experts camerounais étaient au stade. Chacun avait un rôle à jouer, mais à la fin, il n'y avait que les experts qui devaient remettre le numéro de dossard des 50 sélectionnés. Alors, ces jeunes, ils ont 13 ans maximum. Ça veut dire quoi? Vous ne croyez pas aux vocations tardives? Ceux qui ont 15 ans, ils pourraient être d'excellents joueurs. Nous avons eu ce problème au Cameroun où la formation a toujours été biaisée. Nous pensons que si les joueurs sont bien formés à la base, nous n'aurons pas de difficultés au niveau du haut niveau. Regardez aujourd'hui ce qui se passe au Cameroun.
nos joueurs n'arrivent plus à jouer dans les grands clubs. Est-ce qu'il y a un problème de formation? Il faut toujours qu'on se remette en question. Mais nous pensons, nous avons analysé, moi en tant qu'entraîneur des clubs et entraîneur national, ces analyses que nous avons faites, nous avons travaillé à DTN, on s'est rendu compte que la base était faussée. Raison pour laquelle au niveau de la NAFOOT, nous avons décidé de commencer d'abord avec les moins de 13 ans. Mais dans les années à venir, nous allons rentrer même jusqu'au niveau des poussins, c'est-à-dire à l'âge de 7 ans. Monsieur le directeur général, parlez-nous un petit peu du contenu de la formation qui sera dispensée à ces jeunes. On parle de la formation football, on parle également de la formation scolaire. Oui, bien sûr, il faut déjà savoir que nous, au niveau de la NAFOOT, la scolarité des enfants est très importante pour nous. Les enfants qui ne vont pas bien travailler à l'école n'auront pas de place dans la NAFOOT. Vous savez, contrairement à ce que les gens pensent, que quand vous jouez au football, vous devez abandonner les études. C'est faux. Il y a beaucoup d'exemples. Et aujourd'hui, les statistiques ont démontré que les footballeurs sur le plan intellectuel sont plus avancés que ceux qui étudient uniquement. Donc il suffit juste qu'on ressorte ces génies en eux. Donc déjà, au niveau du centre de formation, il y aura effectivement la formation à la pratique du football de ces jeunes enfants. Et en même temps, nous allons insister sur les scolarités. Ajouter à cela, il faut savoir qu'après le football, il y a une vie. Nous allons les apprendre déjà, les métiers liés au football, quitte à ce que ceux qui ne vont pas réussir sur le plan, ou bien sûr en matière de haut niveau, vont pouvoir s'intégrer facilement dans la société. Donc on apprend à jouer au foot, on apprend également l'école, comme on dit chez nous. Alors, on apprend aussi les métiers liés au football. Voilà, alors je voulais vous demander, c'est un cas d'école, puisqu'on parle d'école. Vous avez un enfant qui est extraordinairement doué et qui pratique un football extraordinaire et qui est un cancan classe. Qu'est-ce que vous en faites? Bon, il peut y avoir les cas exceptionnels, mais nous pensons que nous devons pousser cet enfant à aller à l'école. Parce qu'en une fraction de seconde, cet enfant peut se fracturer. Vous voyez, c'est un enfant qui aura gâché sa vie. Donc, mais nous avons mis tous les contours, nous avons fait en sorte que ces enfants doués qui vont à l'école, même s'ils sont moyens, pourvu qu'ils travaillent bien à l'école, nous allons commencer déjà à les apprendre certains métiers. Et depuis, nous sommes en train de répertorier des métiers qui vont permettre à ces enfants à réussir dans la vie, au cas où ils ne réussissent pas au football. C'est une vaste ambition, l'école, les métiers, le foot. Bien sûr, d'autres enfants, pourquoi pas le Cameroun? Vous avez la politique de vos moyens. Nous aurons la politique de nos moyens. Le gouvernement nous soutient déjà. Nous pensons que la NAFOOT n'a pas été créée au hasard. C'est une vision du chef d'État. Nous allons faire tout pour que cette vision puisse se réaliser. Beaucoup d'enfants ont un rêve d'être comme les Samuel Eto'o, d'être comme les Roger Mila. Et alors nous, au niveau de la NAFOOT, nous devons les accompagner à pouvoir réaliser les rêves. Voilà, en attendant, nous allons revoir quelques images de l'actualité de la semaine. Nous allons voir les images du départ du président de la République qui a quitté Yaoundé cette semaine pour un bref séjour privé en Europe. Yves-Marc Medjo. La joie des retrouvailles. Les retrouvailles entre le président de la République et les inconditionnels du pavillon d'honneur de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Comme quoi, jeunesse active pour Madame Chantal Biya, militant de la section RDPC Mefou Afamba Sud. Ils ont tous répondu présents à l'appel du devoir. 5 mois déjà qu'ils n'avaient pas communié avec leur président dans cette enceinte. 5 mois que le président de la République n'avait pas quitté le Cameroun. Les retrouvailles de ce 12 août 2018 seront teintées de beaucoup de chaleur. Le rituel protocolaire, quant à lui, met en scène une quinzaine de personnalités conduites par le président du Sénat, Marcel Nyadji Fenji. Si tous reçoivent la poignée de main de Paul et Chantal Biya à leur arrivée, à certaines personnalités, des directives particulières seront données par le président. L'escale du pavillon présidentiel sera brève, mais tout aussi chaleureuse. Aucune audience accordée par le président Biya, mais des échanges en toute décontraction entre la première dame Chantal Biya et des épouses de proches collaborateurs du chef de l'État. Une quinzaine de minutes après leur arrivée en Simalène, le président de la République et la première dame quittent le pavillon présidentiel pour prendre cette fois la direction de l'avion spécial devant les conduire en Europe. Un ultime salut à l'état-major mixte, à l'équipage et aux personnalités venues leur souhaiter un bon voyage. Et voilà l'avion présidentiel qui entame ses manœuvres pour son décollage effectif qui aura lieu peu avant 12 heures. Monsieur le directeur général de l'Académie nationale de football, Monsieur Edou Gachou, la présentation que vous venez de nous faire de cette académie me suggère une question. Quelle est la différence entre l'Académie nationale de football
et les écoles de football qu'on connaît partout, celle des brasseries du Cameroun, la Kaji Sports Academy. Est-ce qu'il y a une différence? C'est la même chose? Bien sûr, il y a une différence. Quand on parle d'académie, ça veut dire sport-études. Donc, puis il y a les centres de formation qui est carrément une différence, c'est uniquement football. Uniquement football chez les autres, vous, sport et études? Bon, je ne voulais pas dire que c'est seulement au niveau de l'ANAFOOT. Il faut savoir que les brasseries font aussi dans le sport et études, la CADI aussi, mais il y a plusieurs centres aussi qui sont uniquement des centres de formation. Donc il y a une grande différence entre les deux. Maintenant, entre l'école des brasseries et la CADI Sports Academy et l'ANAFOOT, c'est exactement les mêmes ambitions? C'est exactement les mêmes ambitions, c'est-à-dire au niveau de la formation, la pratique du football, mais peut-être un peu différent parce que nous, en même temps, nous avons les métiers liés au football et en plus, nous avons élargi un peu l'ANAFOOT au niveau même de la formation des cadres. Dites-moi, monsieur le directeur général, est-ce qu'il n'y a pas de risque de retrouver une dichotomie qu'on connaît entre les lycées, par exemple, qui sont des établissements publics, et les établissements d'enseignement privés? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir cette dichotomie-là, avec un avantage aux établissements privés? Non, nous ne pensons pas. Nous pensons que, d'abord, nous devons travailler main dans la main. Et moi, sincèrement, je ne pense pas qu'il peut y avoir ce genre de situation. Parlons maintenant des autres missions de l'ANAFOOT. Est-ce qu'elles vous préoccupent? Parce qu'on peut avoir le sentiment que c'est la formation des jeunes qui est votre préoccupation première. Est-ce que les autres missions de l'ANAFOOT dont on va parler vous préoccupent? Est-ce que vous y êtes engagé? Bon, bien sûr, nous pensons que le décret est bien clair. Il y a une division des métiers liés au football. Et cette division est tellement large. Et il y a tellement de métiers liés au football que nous devons faire tout pour exploiter cela. Nous avons fait un tour en France où nous avons eu des discussions avec les spécialistes en GPS, les spécialistes en analyse vidéo, les spécialistes au niveau de la préparation physique, au niveau de la préparation des gardiens de but. Et c'est ces métiers qui, je peux dire, certains de ces métiers n'existent pas au Cameroun. Nous avons commencé avec le séminaire de la reconversion du footballeur, parce qu'il fallait faire comprendre déjà aux anciens footballeurs, aux footballeurs en activité que, après le football, il y a une vie. Parce que beaucoup jouent au football, ils ne savent pas que la carrière d'un footballeur au haut niveau, c'est pratiquement 10 ans. Après le football, qu'est-ce que vous devez faire? Donc l'ANAFOOT est là pour certaines solutions. Raison pour laquelle, immédiatement après le séminaire de conversion, nous avons lancé une formation des analyses vidéo première en Afrique. Nous avons fait venir des experts de Wisecout, qui est une plateforme internationale au niveau des analyses vidéo. Ils sont venus, on a donné les outils aux Camerounais. Je veux vous assurer que nous avons eu près de 200 demandes, mais à la fin nous avons choisi une quarantaine et ils ont été bien formés. À la fin, le rapport que nous avons eu, le spécialiste de Wisecout a dit le Cameroun peut être fier. Aujourd'hui, nous pouvons déjà avoir les analyses vidéo. Parce que nous avons remarqué que dans les sélections nationales, à tout moment, il fallait toujours faire venir les expatriés et on les payait très cher. Moi, j'étais entraîneur national, on nous envoyait les analyses vidéo. On les paie. Aujourd'hui, on les forme déjà au Cameroun. Je pense que c'est une autre vertu. Et beaucoup de Camerounais sont déjà formés à ce niveau. Et moi, je pense que c'est déjà des métiers. Certains pourront travailler en club, d'autres aussi, pourquoi ne pas l'équipe nationale, ou alors ailleurs, peut-être ici à la CATV pendant la Coupe d'Afrique. Monsieur le directeur général, je prends une autre des missions de l'ANAFOOT au hasard, la formation initiale et continue des formateurs. Comment ça se passe? Bon, déjà, nous n'avons pas encore lancé à ce niveau. Comme je disais tantôt, nous avons prévu des formations des préparateurs physiques, des formations des spécialistes en entraînement des gardiens de but, mais dans les jours à venir, nous allons lancer cela, beaucoup plus au niveau de l'année 2018. Vous savez qu'on fonctionne avec ce qu'on appelle budget programme aujourd'hui, donc tout a déjà été programmé. Les formations ont déjà été arrêtées pour cette année, parce que dans les jours à venir, il y aura la formation des animateurs de quartier. Vous avez remarqué aujourd'hui que les enfants sont à la rue. Parfois, quand vous passez, vous voyez les enfants abandonnés à eux-mêmes en train de jouer à un petit ballon. Donc aujourd'hui, nous allons travailler avec les mairies qui vont nous permettre de former certains cadres du quartier pour qu'on puisse encadrer la jeunesse. Vous êtes en concurrence avec l'INJS? Non, pas du tout. C'est l'INJS, nous avons été formés à l'INJS, on connaît un peu les objectifs de tout un chacun. Mais l'INJS a pratiquement les mêmes rôles, mais il y a une grande différence. Parce que déjà au niveau de la formation à la pratique du football des jeunes, l'INJS ne fait pas, l'INJS forme uniquement les formateurs. Mais nous pensons qu'il y a beaucoup de choses à faire. Nous devons travailler en complémentarité, même avec la direction technique nationale, même avec la Fédération Cameroun de football. Donc nous sommes en train de préparer les conventions avec l'INJS, avec la Fédération Cameroun de football, et pourquoi pas d'autres structures qui font dans la formation.
Je vous écoute et je mesure l'étendue de vos ambitions, de vos préoccupations. Et monsieur le directeur général, j'ai très envie de vous dire, qui trop embrasse, mal est trait. Je ne pense pas. Je pense que nous avons une vision. Le chef d'État a une vision. Nous devons l'accompagner pour que cette vision se réalise. Nous allons poser un regard vers les jours qui vont suivre au Cameroun. Nous allons parler de l'élection présidentielle du 7 octobre prochain avec une nouvelle étape qui a été franchie cette semaine, l'ouverture du contentieux préélectoral au Conseil constitutionnel avec 11 recours déposés. Thérèse Yolande-Etina. Le verdict est sans appel, celui du rejet ce vendredi de toutes les requêtes introduites au Conseil constitutionnel par les différents candidats dont les dossiers n'ont pas été retenus par ELECAM en vue de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Sur les 12 recours déposés, finalement 11 ont été retenus par les membres de la haute juridiction. Après une étude minutieuse des dossiers effectués par les différents rapporteurs. Des rapporteurs qui ont dans leur réquisition rendu des décisions rejetant tous les recours soumis à leur attention. Je ne peux être que triste de constater que nous n'avons pas convaincu le Conseil constitutionnel. Je suis dans un état d'esprit de grande déception. Véritablement. Décision entérinée par tous les membres du Conseil au terme des plaidoiries menées aussi bien par les plaignants venus seuls ou assistés par leurs avocats que par les parties mises en cause, à savoir ELECAM qui a mandaté des avocats pour sa défense et le RDPC représenté aussi par des avocats entourés pour la circonstance par quelques responsables du parti. Le RDPC est satisfait des décisions. Nous avons malheureusement constaté qu'il y a trop de confusion. Quand on vient vous dire que Paul Biya est différent de Biya, Paul... Le contentieux désormais vidé, les décisions prises ce vendredi à l'audience publique d'examen des recours sont sans appel comme le prévoit l'article 131 alinéa 3 du Code électoral. Monsieur le directeur général, en football, comme dans d'autres domaines, il y a deux écoles. Il y en a une qui voue un véritable culte au talent. Il y en a une autre qui met l'emphase sur l'apprentissage. Quelle est votre religion en cette fois? C'est vrai que c'est un débat, mais il faut savoir déjà qu'un mauvais joueur ne sera jamais un bon joueur. Un bon joueur sera un bon joueur, un très bon joueur sera un très bon joueur. Maintenant, quel est le rôle de l'éducateur? L'éducateur est là pour accompagner le bon joueur à améliorer ses qualités, à améliorer ses aptitudes. Donc, c'est pour dire que le talent prime tout. J'ai dit tantôt, c'est un débat... moi, j'ai suivi ce débat, mais comme j'ai dit, un mauvais joueur ne sera jamais un bon joueur, même si vous l'apprenez, vous amenez les meilleurs entraîneurs du monde. Par contre, un bon joueur, on va l'accompagner à être bon, un très bon joueur, on va l'accompagner à être très bon. Maintenant, il faudra qu'il y ait des très bons éducateurs pour que ces talents puissent se faire découvrir. S'il y a de mauvais éducateurs... Question, monsieur le directeur général, est-ce que l'apprentissage du football ne peut pas, à un certain niveau, brider le talent? Non, je ne pense pas. Parce que déjà, au niveau du talent, il peut y avoir l'apprentissage. Mais comme j'ai dit tantôt, si vous êtes mauvais joueur, vous n'allez rien apprendre, même si on apporte, je ne sais pas, peut-être les Mourinho ou bien les gens pour la Cour, vous ne serez jamais un bon joueur. Donc, nous restons convaincus que c'est d'abord le talent qui prime tout. Raison pour laquelle on ne peut que choisir les joueurs talentueux. Et à base de ça, nous allons travailler pour développer ces talents. Les adversaires de ceux qui pensent que l'école du football est pas totalement inutile, mais quand même jusqu'à un certain niveau, ceux-là disent qu'on apprend aux enfants des stéréotypes. On ne laisse pas éclater leur créativité à l'école. Bon, déjà, il faut savoir qu'il y a les âges où l'enfant le laisse jouer, l'enfant aime jouer, on laisse cet enfant jouer. Par exemple, au niveau des catégories des tout petits, les jeunes là, dernièrement, nous avons fait un tournoi sémence olympique de moins de 12 ans. Nous n'avons jamais dit aux enfants de jouer comme ça, aller à gauche, aller à droite. Parce qu'après, la tactique commence à rentrer en jeu. Ça rentre en jeu surtout au niveau de la formation, parce que là, en pré-formation, on parle de tactique, mais il faut laisser l'enfant éclore son génie. Raison pour laquelle, lorsque l'enfant est déjà assez grand, nous pensons qu'il faut déjà parler tactique.
Et c'est à partir de là où parfois le jeu devient stéréotype. Ceux qui s'en sortent généralement, ou bien les équipes qui s'en sortent, c'est les équipes qui ont des génies. Vous regardez même la dernière Coupe du Monde. Vous avez remarqué que c'était tellement tactique, c'était stéréotype. Et l'équipe qui a gagné la Coupe du Monde, ou bien ceux qui sont arrivés en demi-finale, c'est les équipes qui avaient des joueurs, qui avaient des génies, qui pouvaient faire la différence à tout moment. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'on apprend exactement à un enfant à l'école de football ou à l'Académie nationale de football? Qu'est-ce qu'on lui dit? Bon, déjà, il y a des âges. Aujourd'hui, nous sommes avec les moins de 12 ans. Et c'est vrai, nous mettons l'accent sur la technique. Mais il faut savoir... Comment on dribble, comment on évite un adversaire, comment on tacle. Effectivement, tous les éléments de la technique. Mais il faut savoir qu'à part cela, il faut déjà les inculquer des notions tactiques. Voyez-vous, quand nous sommes allés du côté de la France, nous avons remarqué que au niveau du pôle espoir de la Fédération française de football, où nous avons travaillé un peu, les enfants de 12-13 ans, tactiquement, étaient tellement avancés par rapport à nos enfants ici. Mais au niveau du talent, on ne pouvait pas les comparer. Mais sur le plan tactique, les enfants savaient déjà ce qu'il faut faire, là où il fallait se placer. C'est pour dire quoi? Même au niveau après formation, nous devons déjà inculquer ces enfants des notions tactiques. Raison pour laquelle nous avons revu tous nos programmes de formation pour cette année, d'ailleurs qui a été validé par le Conseil des études. Vous parlez de tactique et on va passer à un autre sujet où on parle également de tactique, c'est la sécurité. Une réunion de sécurité s'est tenue précisément au ministère de la Défense cette semaine sur instruction du président de la République. C'est une réunion qui se tenait en prévision de l'élection présidentielle pour la sécurité à l'occasion de cet événement. Séverin Aligambele. Tout le monde est conscient des enjeux sécuritaires de l'heure. Dans un délai de 55 jours, il faut pouvoir organiser, dans la paix et la discipline, les opérations de vote avant, pendant et après le scrutin du 7 octobre. Sur instruction du chef de l'État, chef des armées, les responsables des forces de défense et de sécurité se sont retrouvés ce lundi dans la salle de conférence du cabinet du ministre de la Défense pour faire le tour de la question. Un état des lieux de la situation sécuritaire dans les régions militaires et de la gendarmerie. Joseph Bettia-Somon, dans l'unique communication de la cérémonie protocolaire ouverte à la presse, a réaffirmé le soutien du haut commandement aux forces de défense et de sécurité, victimes ces derniers temps d'une série d'accusations susceptibles de ternir leur image. Les comportements des forces de défense et de sécurité, je dois le dire ici, sont bons. Et les cas isolés d'indiscipline, lorsqu'ils sont avérés, à la suite d'enquêtes appropriées, sont réprimés sans complaisance aucune. L'avalanche d'accusations et de critiques de certains acteurs locaux et étrangers contre les forces de défense et de sécurité depuis un certain temps. Les hommes sont moralement préparés pour faire face à ces attaques, puisqu'il faut les appeler ainsi. Le moral des forces de défense et de sécurité ne sera nullement atteint par ces attaques malveillantes. La réunion spéciale d'évaluation sécuritaire tenue au ministère de la Défense a intégré d'autres grands moments de la vie nationale. Par exemple, la préparation de la prochaine rentrée scolaire. Directeur général de l'ANAFOOT, l'Académie nationale de football, M. Enongachu, je voudrais qu'on quitte un petit peu l'Académie et qu'on parle de l'actualité du football. Et en matière d'actualité de football, l'événement retentissant de ces derniers jours, c'était l'arrivée au Cameroun des entraîneurs Clarence Seedorf et Patrick Kluivert. Premièrement, quel est votre regard d'entraîneur, de coach, parce que vous avez été coach, tout le monde le sait, coach à succès de l'équipe nationale féminine. Quel est votre regard sur le choix de ces entraîneurs? Déjà, il faut savoir qu'un entraîneur ne peut qu'être solidaire avec d'autres entraîneurs. Bon, maintenant, au niveau du choix, je vais d'abord... Vous me que vous serez partial. Voilà, je serai partial. Je vais d'abord vous dire qu'on n'apprend pas professionnel à jouer au football. Vous n'allez pas prendre Samuel Eto'o, faire un recommandement de 3 à 2 jours et dire que vous l'apprenez à jouer. Non. Généralement, quand ces professionnels arrivent au Cameroun, c'est les séances de récupération. Peut-être pour la CAN, c'est juste beaucoup plus tactique, comment on va jouer, voici comment l'adversaire joue. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'apprentissage à ce niveau parce que ces joueurs ont déjà tout. Ils savent déjà si on dit on va jouer en 4-4-2, 3-5-2, ils savent ce qu'il faut faire. Maintenant, au niveau du choix des entraîneurs, il faut généralement des entraîneurs charismatiques.
c'est qu'ils peuvent avoir une image positive aux joueurs, qui peut transmettre un message. Les joueurs peuvent aussi les prendre comme idole. Ou alors, par exemple, Kluivert et Seedorf, ça a été de très bons joueurs. Ils ont aussi entraîné des clubs. Maintenant, on se pose la question, est-ce que l'entraîneur qui arrive au Cameroun entraîne les joueurs? Non. Ils vont se comporter comme les managers. Je pense qu'il faudra juste qu'on soit solidaire avec eux et qu'ils puissent faire en sorte qu'on gagne la Coupe des Nations. Est-ce que la transition est automatique? Grand joueur, bon joueur et bon entraîneur. C'est un débat, c'est un débat, c'est un débat. Vous pouvez ne pas avoir joué au football et vous êtes un très bon entraîneur. Vous pouvez avoir été le meilleur footballeur du monde et être un mauvais entraîneur. Donc c'est des débats. Ce qui veut dire qu'en ce qui concerne nos deux nouveaux entraîneurs, vous attendez de les voir à l'œuvre. Pas seulement attendre de les voir à l'œuvre, mais je pense qu'il peut transmettre les ondes positives à ces jeunes joueurs. Moi, je pense que c'est ça le plus essentiel. Moi, je reste très confiant. Je pense et je crois entièrement qu'ils vont faire en sorte que le Cameroun puisse être encore fier pendant... Le simple fait de leur nom? Ça joue un rôle aussi. Le simple fait de leur nom joue un rôle. C'est très important. Lorsqu'on dit, par exemple, moi, je vais vous donner un exemple. Quand je fais un tour dans les sélections, par exemple féminines, tout le monde court vers moi. Le nom. Bon, je n'entraîne plus. Dites-vous que si moi je suis devant Kluivert, je suis devant Seedorf, c'est les icônes en matière de football. Je pense qu'ils auront une influence positive et je pense que le fait qu'ils sont là, c'est pas au hasard. Ils vont faire tout pour remettre l'ordre. Voyez-vous, vous devez savoir que après la Coupe d'Afrique des Nations, d'après les informations que nous avons eues, il y a eu beaucoup de manquements au niveau de la sélection camerounaise. Raison pour laquelle on n'a pas pu se qualifier pour la Coupe du Monde. Vous avez vu tous les scandales qu'il y a eu en Belgique et consorts. Mais je pense qu'il fallait quelqu'un, il fallait des hommes qui ont la poigne, les hommes qui sont les exemples aux footballeurs que nous avons aujourd'hui. Parce que le footballeur, on doit avoir souvent un impact psychologique devant le joueur. Et si ces footballeurs prennent un exemple, ce qu'ils ont fait avant eux, moi je pense qu'ils pourront réellement les suivre et nous souhaitons bonne chance à ces deux qui vont venir au Cameroun. Cela n'a pas empêché qu'on ouvre à nouveau le débat sur les sorciers blancs. Ceux-là ne sont pas blancs, mais ils viennent d'ailleurs. Qu'on ouvre donc un nouveau débat sur ces entraîneurs qui viennent d'ailleurs. Pourquoi les Camerounais n'entraîneraient pas l'équipe nationale du Cameroun? Nous n'avons jamais dit que les Camerounais n'entraîneraient pas l'équipe nationale du Cameroun. Je pense qu'il y a certains qui ont entraîné l'équipe nationale du Cameroun. Là, c'était un choix. Et je voulais dire que... Non, parfois même, pas seulement intérimaire. Mais je voulais dire ceci. Hein. Nous avons eu la chance de faire aussi les mêmes formations que tous ces expatriés. Moi, j'étais en Allemagne, où j'ai fait ma formation à Leipzig. Donc, je suis avec un diplôme des entraîneurs. Beaucoup de Camerounais ont fait cela. Donc, c'est pour dire que nous avons les mêmes formations. Maintenant, au niveau du choix, ça dépend aussi de l'environnement où nous nous retrouvons. Mais je voulais vous assurer que les Camerounais peuvent faire autant que les expatriés. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui était envisageable? Enou Ngachou, entraîneur des Lions Indomptables, masculin après l'équipe nationale féminine. Vous savez, lorsqu'on entraîne toujours, on avait les objectifs. Un jour prendre l'équipe. Ça vous a jamais tenté? Mais bien sûr, mais il faut savoir aussi que j'ai entraîné l'équipe senior. Donc c'est vrai qu'au niveau des dames, il y a une très grande différence. Ça nous a tenté, mais vous savez, parfois, ce n'est pas vous qui décidez. Le chef d'État m'a trouvé autre chose et je pense qu'il sait pourquoi je suis là. Donc je vais toujours aider au développement du football camerounais. Je ne vais pas conclure en disant que vous faites contre mauvaise fortune bon cœur, non? Non, pas du tout. Voilà, on va parler de quelque chose d'un peu moins amusant maintenant. Le ministre de la Communication a accordé cette semaine une interview à la CRTV pour dévoiler la position du gouvernement après la mise en circulation d'une nouvelle vidéo dénonçant les présumées exactions des forces de défense au front de la lutte contre Boko Haram. Eugène Bey. La guerre que nous imposent les ennemis de la paix dans certaines régions en crise de notre pays est féroce. Le ministre de la Communication s'insurge contre la publication depuis quelques jours d'une deuxième vidéo sur les réseaux sociaux faisant état de graves exactions des forces de défense et de sécurité sur les populations civiles à l'extrême nord. Les pourfendeurs de notre République, de notre nation, prennent des vessies pour des lanternes
en prétendant que notre armée peut être jugée à l'aune de cette infime minorité infinitésimale, situation inacceptable. Mais le porte-parole du gouvernement rassure. Le gouvernement a fait de la protection des droits humains son credo. En application des instructions du chef de l'État, des instructions permanentes et irrévocables, une enquête sérieuse et ouverte. L'objet étant naturellement d'établir effectivement que c'est des éléments de nos forces de défense et de sécurité, qu'on identifie ceux qui auraient perpétré cet assassinat inacceptable et qu'on les défère donc devant les tribunaux de la République. Les images de cette deuxième vidéo seraient tournées en 2015. Les propagateurs des dites images ont attendu l'approche de l'élection présidentielle pour les poster sur le net. Une volonté manifeste de nuire. C'est tout cousu de fil blanc, ça ne trompe personne. Si ces personnes-là étaient de bonne foi, elles auraient pris donc cet enregistrement, remis au commandement militaire, de manière à permettre au commandement militaire de mener des investigations. Issa Tiroma Bakari reconnaît que notre armée est digne et professionnelle. Elle mérite par conséquent la reconnaissance de la nation tout entière pour les énormes services rendus. Et non, Gachou, je vais encore solliciter votre regard de coach pour juger les Lions indomptables d'aujourd'hui. Premièrement, c'est bien un passage à vide que traversent les Lions indomptables. Non, passage à vide, c'est tout dit. Moi, je pense que nous avons gagné la Coupe des Nations en 2017. Beaucoup ont parlé d'un coup d'éclat passager. Bon, quand c'est constant, parce que quand vous regardez le match, nous avons eu pratiquement joué près de 5 matchs et le résultat était constant. Je pense qu'on ne parle pas de coup d'éclat à ce niveau. Ils ont mérité les victoires et je pense que nous avons des joueurs talentueux, mais comme j'ai dit, il faut toujours un bon suivi. Et aujourd'hui, c'est vrai que ces joueurs ne se retrouvent pas dans les grands clubs européens. Ça peut être un handicap, mais je pense qu'à ce niveau, généralement, c'est sur l'aspect psychologique que l'entraîneur peut être très important. Quel est le talon d'Achille de cette équipe? Pourquoi les résultats ne sont pas à la mesure des espoirs? Ou alors ils sont moins spectaculaires que ce qu'on a connu par le passé? Mais vous savez, le passé et aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. J'ai dit tantôt, on avait les extraterrestres lors du passé. Quand vous regardez la génération de 2000 où on a pratiquement tout gagné, c'était les joueurs qui ont été formés dans certains centres de formation. Et après, à un certain moment, ces centres de formation n'existaient pratiquement plus. Et ça fait quelques années que les brasseries ont réouvert, la CADI aussi a réouvert son centre de formation. Mais ils sont tous au niveau de la formation. C'est les jeunes qui arrivent. Je vous l'ai dit que nous ne pouvons pas comparer ces deux moments. Aujourd'hui, dès que vous êtes meilleur buteur du championnat, à l'âge de 17-18 ans, vous êtes parti. Nous avons fait un travail au niveau de la NAFOOT avec les experts des West Coast. Le Cameroun aujourd'hui est le seul pays africain qui exporte beaucoup de joueurs. Nous avons pris près de 1500 joueurs camerounais partout dans le monde entier. Et quand vous regardez les clubs où ces Camerounais jouent, vous commencez à vous poser des questions. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Alors moi je voulais dire ceci, généralement ces joueurs ne sont pas très matures lorsque les agents de joueurs les apportent en Europe. Et alors comment arrêter la saignée? Moi c'est pas à mon niveau. Nous sommes là pour former les footballeurs. Je parle au coach. Vous parlez au coach? Non, mais je pense que la Fédération Cameroun Football est bien placée pour pouvoir répondre à cela. Je pense qu'ailleurs, dans certaines fédérations, il y a une réglementation qui dit pratiquement qu'il y a un certain âge où le joueur ne doit pas voyager. Je vais vous dire quelque chose. Vous voyez l'équipe de moins de 20 ans qui a été éliminée par le Mali. Lorsqu'ils ont joué le premier match, je crois, contre le Burkina, si je ne fais pas une erreur, 5 joueurs ont voyagé immédiatement après le match. C'était un handicap pour cette sélection de moins de 20 ans. Et lorsque nous avons croisé le Mali, c'était difficile. L'entraîneur a eu tellement de problèmes pour reconstituer une équipe. Ça fait que le Cameroun a été éliminé. Alors comment faire pour éviter cela? Ça devient très difficile parce qu'aujourd'hui, les parents sont derrière les enfants. Les parents veulent aussi changer leur vie. Les agents qui sont prêts à tout. Et ces joueurs qui, dès qu'ils sont sollicités, ils veulent à tout prix partir. Mais après,
Parce que je suis sûr qu'aujourd'hui, on ne sait même pas là où ces 5 gamins sont allés. Ça devient très difficile de contrôler. Je crois que c'est ça aussi le problème du football camerounais. Pas de problème au niveau de l'encadrement? L'encadrement, je voulais vous rassurer que... La qualité des entraîneurs. La qualité, il y a des entraîneurs au Cameroun qui sont bien formés. J'ai dit que formés dans les mêmes écoles que tous ces expatriés qui viennent généralement ici. Il suffit qu'on leur fasse confiance. Il faut leur faire confiance. Parler précisément des entraîneurs de l'équipe nationale de football dont on dit qu'ils viennent écrire leur lettre de noblesse à la tête des Lions indomptables. Je ne veux pas ouvrir ce débat. Vous pensez qu'il n'y a quel entraîneur qui peut permettre une équipe de gagner une Coupe d'Afrique? Vous pensez qu'il n'y a que les joueurs qui peuvent permettre une équipe de gagner une CAN? C'est toute une chaîne. L'entraîneur a son rôle à jouer, les joueurs ont un rôle à jouer. Donc, lorsqu'il y a victoire, c'est pour tout le monde. Lorsqu'il y a défaite, c'est pour tout le monde. Vous ne parlez pas des entraîneurs, mais parlons maintenant des joueurs. On a connu une époque où les noms parlaient d'eux-mêmes. On parlait de Mbida, de Abega, de Mila. Est-ce que la race des grands joueurs, les vrais grands joueurs, est en voie de disparition au Cameroun? Non, je ne pense pas. L'ANAFOOT est là. L'ANAFOOT est là aujourd'hui. Pas seulement l'ANAFOOT. Il y a d'autres centres de formation qui ont aussi des très bons joueurs. Moi, j'ai dit qu'il faut un bon suivi. Il faut des éducateurs qui sont très bien formés. Il faut qu'on essaie de gérer même sur l'aspect social comment ces joueurs vivent. Vous savez qu'aujourd'hui, en Europe, est-ce que c'était le cas à l'époque où les autres éclataient? Vous ne pouvez pas comparer l'époque et maintenant. Tout a changé, même au niveau de l'entraînement. La science a changé. À l'époque, on faisait courir les joueurs, on leur disait de faire 20 tours et ils allaient jouer le talent primaire parce que toutes les équipes travaillaient de la même façon. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Nous devons tous nous mettre à la page. Aujourd'hui, en Europe, à l'âge de 15 ans, les enfants signent déjà les contrats professionnels. D'autres des contrats de, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais ils commencent à signer des contrats. On commence à les payer. Nous avons fait un tour en France où les enfants de 15 ans commencent à toucher déjà de l'argent. Ils sont mis dans les meilleures conditions. Moi, je pense que si nos joueurs, nos footballeurs sont mis dans les meilleures conditions, on va faire mieux que tout ce qui se passe en Europe. Je vais vous dire que les études ont démontré que l'Africain ou bien le joueur camerounais à l'âge de 12 ans est plus talentueux que le joueur européen qui a 12 ans. Maintenant, c'est le suivi après. Qu'est-ce qui se passe après? Laxisme. Bon, il y a tout ça qui entre en jeu. Donc, raison pour laquelle il faut non seulement former les éducateurs, former les entraîneurs, mais aussi qu'on puisse suivre ces enfants et qu'on leur donne des meilleures conditions de travail. Et moi, je vous assure que si tout ça est réuni, on ne va pas regretter, on sera fiers d'avoir des jeunes talentueux. Ça, c'est une œuvre de longue haleine. Ça veut dire que nous ne retrouverons pas les Lions indomptables que nous avons connus avant longtemps. Il faut croire. Il faut croire. Aujourd'hui, nous, au niveau de l'ANAFOOT, nous croyons énormément. Parce que nous avons amené 50 enfants et les experts n'ont pas pu les départager. Pour qu'on puisse les départager, il a fallu entrer dans la science. Regarder les segments de certains joueurs, voir s'ils vont grandir. Parce qu'aujourd'hui, les joueurs qui sont formés ne sont pas formés uniquement pour le championnat camerounais. Ils sont formés avec des profils bien définis, des profils internationaux. Raison pour laquelle il faut ces joueurs qui ont ces profils. Et à base de ça, nous pourrons croire que si nos enfants sont bien suivis, si ils intègrent le club camerounais et ils ont déjà ces profils, nous pensons qu'ils pourront s'intégrer dans les grands clubs. Nous pensons qu'ils auront déjà le profil des meilleurs joueurs. Donc, il faut savoir que nous, au niveau de l'ANAFOOT, nous avons tout fait à ce niveau pour que les enfants que nous prenons ne soient pas les enfants qui vont jouer uniquement au championnat camerounais, mais les enfants qui peuvent aussi vendre les talents ailleurs. Et précisément, quelle est la relation entre l'ANAFOOT et les clubs de football locaux? Est-ce qu'ils viennent simplement puiser chez vous et puis ça s'arrête là? Bon, déjà, nous envisageons signer des partenariats avec certains clubs et ajouter à cela, les joueurs que nous formons, nous les mettons à la disposition de la Fédération camerounaise de football, c'est-à-dire à la disposition des clubs. Les clubs pourront venir prendre ces enfants et les utiliser. Tout ce que nous voulons faire, c'est que ces enfants aient une très bonne formation, un très bon encadrement et que ces enfants soient à l'attente de ce que le chef d'État veut pour la jeunesse camerounaise. Voilà, parlons maintenant de la CRTV, parlons d'un conseil d'administration extraordinaire qui s'est tenu vendredi dernier à la tour de Mbala 2. C'est un conseil qui a permis de constater que la CRTV est désormais en conformité avec la nouvelle réglementation en matière de marché public. Je vous propose d'écouter le président du conseil d'administration de la CRTV, Issa Chiroma Bakari.
le chef de l'État a signé un décret qui désormais donne pouvoir étendu au conseil d'administration dans le cadre de la passation des marchés. Il était donc question dans un premier temps de réunir tous les administrateurs pour que dans le détail, ce décret soit porté à la connaissance des uns et des autres, que chaque administrateur sache quelle est sa responsabilité dans un premier temps, puis dans un second temps, mettre donc en place le mécanisme qui puisse donc traduire concrètement dans les faits ce décret du chef de l'État. Nous avons également planché sur la préparation des élections présidentielles. Vous ne serez pas surpris naturellement, la CRTV a une responsabilité énorme. À ce titre, j'invite donc le directeur général, toute son équipe, de ne ménager aucun effort pour que les petits plats soient mis dans les grands afin que la CRTV s'acquitte avec maestria de cette responsabilité. La CRTV a une lourde responsabilité, celle d'être au rendez-vous de la CAN, comme en 2019. Pour la première fois, le pays organisateur produit le signal, c'est-à-dire le directeur général et toute son équipe, le conseil d'administration. Moi, en tant que tutelle, nous devons tous conjuguer nos efforts pour être à ce rendez-vous, parce que cette CAN, c'est la CAN du président de la République. Monsieur le directeur général de l'ANAFOOT, dans quel horizon, vous savez quels espoirs les Camerounais placent à la structure que vous dirigez pour donner ces lettres de noblesse à notre sport roi? Dans quel horizon pensez-vous que l'ANAFOOT va imprimer sa marque sur le football camerounais? Bon, déjà, nous avons commencé déjà à imprimer notre marque au niveau des formations des métiers liés au football. Je vous ai dit tantôt que nous avons formé déjà des analyses vidéo. Aujourd'hui, nous pouvons dire que ces analyses vidéo sont prêts à intégrer les différents clubs au championnat camerounais ou dans les différentes sélections des équipes nationales. Maintenant, au niveau de la formation des jeunes à la pratique du football, nous avons commencé un processus qui va prendre 5-6 ans. Et donc, je pense qu'on va commencer à nous évaluer à partir de 6 ans. Alors, les 50 jeunes que vous venez de recruter, pour ainsi dire, c'est 5-6 ans qu'ils vont passer au centre de formation. Ils vont passer 6 ans au Centre national de formation. Qu'on ne connaît pas encore. Qui sera connu dans à l'issue de votre conseil d'administration extraordinaire. Alors, je vais vous proposer de voir quelques images des activités de l'ANAFOOT cette semaine avec Jean-Jacques Bessé. Au siège de l'Académie nationale de football du Cameroun au quartier Ngousso ce jeudi, l'équipe de l'ANAFOOT pour le Nord-Ouest portait fièrement son statut de vainqueur du dernier tournoi international Sémence Olympique. Le champion est venu présenter sa couronne au patriarche Issa Ayatou, président du conseil d'administration de l'ANAFOOT. Aux côtés du brillant vainqueur de l'épreuve se tenait l'équipe de l'ANAFOOT pour le centre, malheureuse finaliste, avec un tableau de chasse qui inspire confiance au top management. L'esprit de discipline et surtout le talent. Donc nous pouvons aujourd'hui dire que la mission des experts dans les 10 régions a été un succès parce que nous avons pu avoir du talent pur. En dehors du trophée général du tournoi arraché de haute lutte, l'équipe du Nord-Ouest s'est adjugée des titres individuels, meilleur joueur, meilleur gardien de but et meilleur coach. À tous ces acteurs méritants, le PCA Issa Ayatou a exprimé la satisfaction et les encouragements de l'ANAFOOT. Visiblement, les premiers pas du bébé ANAFOOT sur la planète football semblent prendre la bonne direction. Monsieur le directeur général, on vient de parler d'un trophée gagné au tournoi international Semence Olympique par l'ANAFOOT. Ça a quelle signification? Déjà, il faut avouer que nous faisons encore dans la formation. Le trophée n'était pas très important pour nous. Nous avons voulu évaluer nos enfants sur le plan psychologique et même voir si on n'a pas fait des erreurs au niveau de la sélection de ces jeunes. Ajouter à cela, on devait aussi évaluer les entraîneurs. On pouvait affilier les 10 régions. Malheureusement, nous avons pris uniquement 2 régions, c'est-à-dire le pôle du Nord-Ouest et le pôle de la région du Centre qui sont venus. Et franchement, nous avons été très satisfaits. Satisfaits de la qualité du joueur que nous avons sélectionné. Nous avons vu des joueurs au talent pur, des joueurs qui savaient quoi faire du ballon. Raison pour laquelle les 2 se sont retrouvés en demi-finale. Mais je vous assure que si
On n'avait pas prévu que ces deux se retrouvent en demi-finale. On avait voulu que ces deux puissent se retrouver en finale. Malheureusement, le SOA a voulu que les deux se retrouvent en demi-finale. Et le meilleur, qui était la région du Nord-Ouest, en finale, a pu remporter. Quand vous regardez les résultats, c'était l'Escort Fleuve. Ils ont marqué autant de buts. Ils n'ont pas caissé. Ils ont pratiquement tout eu. Meilleur gardien, meilleur buteur, meilleur joueur. Mais je pense que le trophée, les récompenses n'étaient pas très importantes pour nous. Nous pensons que ces joueurs sont prêts. Ils peuvent faire mieux. Mais nous ne devons pas s'arrêter à ce niveau. Vous savez que le joueur apprend vite en faisant des matchs. Le joueur apprend encore en jouant avec d'autres joueurs, d'autres équipes. Ça fait que l'apprentissage est plus rapide. Donc, nous n'allons pas nous arrêter à ce chemin. Nous allons aussi jouer plusieurs tournois pour essayer d'évaluer nos joueurs tout le temps. Mais le résultat n'est pas très important pour nous. Nous voulons voir si ces enfants sont bien formés. Jeu. Non seulement la qualité du jeu, mais voir d'abord si ces enfants sont bien formés. Voilà, je veux vous remercier, monsieur le directeur général, de votre passage ce soir à Actualité Hebdo et à titre tout à fait personnel, je vous souhaite bon vent à la tête de l'ANAFOOT. Thank you very much. Mesdames, Messieurs, c'était Actualité Hebdo avec comme invité ce soir le directeur général de l'Académie nationale de football, Eno Gacho. Merci pour votre très aimable attention. Passez une bonne soirée, une bonne semaine et à dimanche.